Une partie de la capitale sénégalaise sera privée d'eau à partir de ce vendredi 2 octobre, ceci jusqu'à dimanche 4 octobre dans l'après-midi. L'information est livrée par la Sénégalaise des eaux. La ville de Rufisque, une bonne partie de la banlieue dakaroise, mais aussi Thiès et Louga seront également sans eau si l'on en croit le directeur de la communication et de la coopération de la SDE. Des travaux sont à l'origine de ce dysfonctionnement. Néanmoins, des camions-citernes seront positionnés dans les différents quartiers pour alimenter la population en eau. La cellule de crise d'appui psychologique des pèlerins sénégalais à la Mecque, installée au ministère des Affaires étrangères, a enregistré dans la journée plus de 2400 appels, dont 534 pour des demandes d'identification émanant de parents demeurés sans nouvelles. Suite à l'accident tragique survenu le 24 septembre 2015 à Mouna, lors du pèlerinage à la Mecque, le gouvernement du Sénégal a mis en place une cellule de crise et d'appui psychologique chargée de coordonner la prise en charge des pèlerins sénégalais concernés ainsi que leurs familles au Sénégal. Dans ce cadre, la cellule a mis en place un numéro vert 800 00 18 18 accessible 24 heures sur 24 pour recueillir les appels des parents de pèlerins introuvables. À ce jour, on a dénombré officiellement 10 décès confirmés de pèlerins sénégalais et 52 sont encore perdus de vue. Des 18 blessés préalablement identifiés, 14 sont retournés sur leur lieu d'hébergement, 2 sont encore retenus dans les centres hospitaliers saoudiens et les 2 autres sont pris en charge par la commission médicale sénégalaise. Il faut retenir à propos des personnes dont la commission est restée sans nouvelles, des instructions sont données pour continuer d'arrache-pied les recherches et les investigations en rapport avec les autorités saoudiennes. Le gouvernement du Sénégal ayant décidé de prendre en charge et d'orienter vers les structures sanitaires nationales les pèlerins blessés de retour de la Mecque. La cellule de crise et d'appui psychologique a ouvert un centre de soutien psychologique à l'aéroport de Dakar. Le ministre Mankeur Ndiaye s'est rendu en Arabie Saoudite pour mieux s'imprégner de la situation. Le président de la République Macky Sall a aussi décrété 3 jours de deuil national en hommage aux pèlerins disparus. C'est parti pour 72 heures de nettoyage de tous les établissements scolaires de la commune de Pikine Nord en banlieue dakaroise. Une initiative du maire de la localité qui s'est engagé avec tous les acteurs du secteur éducatif pour assainir ces espaces scolaires envahis pour la plupart par les eaux de pluie et des eaux usées. L'école neuve de Pikine est la première choisie pour débuter ces actions citoyennes. Nous pensons que nous avons fini pratiquement les 90% des travaux. Et ça, c'est parce qu'il y a une parfaite mobilisation. Je profite pour rappeler que nous allons poursuivre demain dans le groupe scolaire Eliman Ndiaye 7A, Mamyele Badiane, Baba Gangue. Et c'est là où on attend pratiquement la mobilisation de Pikine Nord. Une forte mobilisation a été au rendez-vous. Enseignants, parents d'élèves, élus locaux, présidents des ASC et élèves, tous se donnent la main pour une même cause, rendre propre et attrayant ces espaces scolaires. C'est pour au moins accompagner la commune, c'est pour accompagner les parents d'élèves, c'est pour accompagner la communauté à réaliser cette journée de propreté organisée par la commune de Pikine Nord. Nous saluons cette initiative et nous demandons à tous les parents d'élèves à venir s'engager pour arriver à l'objectif visé. Désormais, au lendemain de chaque fête, nous organiserons ce genre d'initiative pour garder propre notre localité. Nous, ce qui nous reste, c'est de soutenir le maire et l'ensemble des actions qu'il est en train de prendre dans la commune, notamment dans le cadre de Pikine Nord. Satisfait du travail qui a été, l'édile de la ville de Pikine Nord affiche sa volonté d'inscrire de manière définitive cet investissement dans l'agenda des activités annuelles de sa commune. Je tiens à préciser que chaque année désormais, il faut qu'on pérennise et qu'on institutionnalise cette semaine de propreté. À la veille de chaque rentrée scolaire, la dernière semaine, la mairie, Inch'Allah, sera auprès des écoles pour les rendre propres et opérationnelles dès la rentrée. Plus d'1 million déboursés par la mairie pour l'achat de ces matériels de nettoyage, en plus des enveloppes d'1 million octroyées à toutes les ASC de la localité. À quelques jours de l'ouverture officielle des classes, ces acteurs sont convaincus que le slogan « Ubitei Yangetei » sera une réalité dans la commune de Pikine Nord.
Le ministère de l'économie, des finances et du plan à l'heure de la revue annuelle conjointe de l'année 2015. Cette présente édition se déroule dans un contexte particulier marqué par l'exécution du plan Sénégal émergent. L'état d'avancement de la mise en œuvre des politiques globales et sectorielles a occupé les discussions de ce matin. Cette revue est une pratique importante parce qu'elle permet de faire le suivi et évaluation de nos politiques publiques, de nos programmes et projets. Un cadre harmonisé a été créé avec un secrétariat conjoint. Ce secrétariat qui est un secrétariat technique dirigé par la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Cette revue annuelle conjointe a permis d'identifier les failles dans l'exécution des politiques publiques, même s'il est vrai que des avancées importantes ont été notées dans ce domaine. L'idée, c'est d'arriver à une meilleure mise en œuvre de la stratégie de développement. On est en train d'améliorer la marge budgétaire. Le taux de croissance qui est projeté va aller aux environs à plus de 5% pour 2015 et toutes les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent vont booster l'économie, créer davantage d'emplois et plus de richesses. Plus de 200 participants ont pris part à cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de la vie économique et sociale. De fortes recommandations sont attendues à l'issue de cet atelier où 4 commissions sont chargées de mener les travaux avec une attention particulière portée aux principales réformes dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, entre autres. L'État du Sénégal veut favoriser l'appropriation du nouveau cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés par les acteurs clés du secteur privé, de la société civile et des organes de presse publics et privés. L'atelier de partage coordonné par la Direction des finances et des partenariats publics-privés permettra aux participants de comprendre les motivations de la réforme des PPP et le processus de maturation de la loi PPP. Le but de cet atelier de vulgarisation, c'est effectivement de vulgariser la nouvelle loi relative au contrat de partenariat qui a été promulguée en février 2014, donc auprès de tous les acteurs concernés par cette question. Alors quand je dis acteurs concernés par cette question, c'est le secteur privé, c'est la société civile, c'est les organes de presse. On a senti ce besoin de communiquer sur cette loi. Une synthèse des innovations de la loi 2014-09, 29 février 2014, relative au contrat de partenariat a aussi été faite. L'idée est de s'approprier les innovations et de maîtriser les nouveaux cadres juridiques et institutionnels de la nouvelle loi. C'est une loi qui introduit dans notre corpus juridique des innovations très importantes par rapport au cadre juridique qu'on avait jusque-là. Et il est important de pouvoir communiquer sur tout cela de façon à ce que les populations, de manière générale, puissent avoir une meilleure compréhension de cet outil qui sécurise les finances, les ressources de l'État, de cet outil qui promeut donc le secteur privé sénégalais et de cet outil également qui renforce la gouvernance des contrats de partenariat. Les participants auront une bonne connaissance de l'outil PPP et des processus de passation. L'État du Sénégal a engagé un long processus de revue du cadre juridique et institutionnel des PPP qui s'est poursuivi dans une démarche participative et qui a abouti à l'adoption puis à la promulgation le 20 février 2015 de la loi relative au contrat de partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives de développement des PPP. Les résultats de l'étude sur l'évaluation des coûts de service de la protection de l'enfant au Sénégal ont été restitués ce jeudi à Dakar. Ces résultats de recherche visent à contribuer à une meilleure maîtrise de la planification des ressources qui iront directement à la prise en charge de l'enfant. Il s'agit également d'évaluer les coûts directs de services de protection offerts par différents intervenants au niveau local. Cette étude-là était nécessaire pour avoir une idée des coûts des services de protection. Maintenant, cette étude a été menée du point de vue de la méthodologie dans 2 départements qui nous servent un peu de laboratoire
dans le processus de la stratégie nationale. C'est le département de Guédiawaye et le département de Kolda. Le manque de ressources et de financement dirigés exclusivement à la protection de l'enfant noté auparavant dans les recherches antérieures effectuées a permis de savoir combien coûte la protection d'un enfant au Sénégal. L'un des gaps les plus saillants qui a été signalé, c'était la faiblesse des allocations de ressources. Mais cette faiblesse des allocations de ressources s'expliquait par un peu la faiblesse un peu de la capacité des acteurs à renseigner les coûts directs des services de protection. À Guédiawaye et à Kolda, le coût total pour la prise en charge d'un enfant est considérable. Nous prenons un département comme Kolda, le coût du paquet de services de prise en charge, par exemple, pour un enfant est de 221 000, je crois. Alors qu'à Guédiawaye, ce coût est à 208 000. Alors, pour un enfant qui est pris en charge, c'est-à-dire depuis l'écoute de l'enfant, sa réinsertion sociale jusqu'à sa réinsertion et son suivi au niveau donc, de la médiation familiale, son suivi jusqu'à la famille. Cette étape sera un pas décisif pour les autorités et les acteurs sénégalais dans la prise en charge de la protection de l'enfant. Les U23 reçoivent une prime additionnelle de 1 450 000 francs CFA. Les Lions olympiques, médaillés d'or des Jeux de Brazzaville, sont une fierté présente et un espoir pour l'avenir, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor. Pour lui, c'est une équipe combattante avec un visage conquérant à l'image de la génération 2002 qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Remporter le championnat d'Afrique des Nations de la catégorie prévue en novembre à Dakar sera synonyme d'obtention d'une qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil et cela reste le point de mire de la fédération et des Lionceaux. La fédération et l'État promettent de tout mettre en œuvre afin que les joueurs puissent se rendre à Ziguinchor pour effectuer un pèlerinage, se recueillir sur la tombe de leur défunt coéquipier Mamadou Salif Ndiaye. Mamadou Salif Ndiaye est décédé en regroupement lors de la préparation des Jeux africains. L'équipe nationale du Sénégal affrontera celle du Cameroun en match amical samedi à partir de 17 h au stade Léopold Sédar Senghor, informe la Fédération sénégalaise de football. L'accès au stade Léopold Sédar Senghor sera libre et gratuit. Ce match s'inscrit donc dans le cadre de la préparation du match contre la Guinée, comptant pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016 prévu au Rwanda. À cause de l'épidémie d'Ebola, la CAF oblige les sélections et les clubs guinéens à recevoir leurs adversaires en dehors de la Guinée. De ce fait, le match aller du tour qualificatif du CHAN, qui opposera la Guinée au Sénégal ce 18 octobre, se jouera à Bamako, au Mali. Demain pour la dernière journée. Les dirigeants russes, ukrainiens et allemands se sont retrouvés ce vendredi à Paris autour du président français François Hollande pour un mini-sommet consacré à la crise ukrainienne. Cette rencontre était prévue de longue date, mais c'est vrai que l'agenda diplomatique est davantage occupé par la guerre en Syrie. Vladimir Poutine est arrivé le 1er au palais de l'Élysée. Il a été brièvement reçu par François Hollande pour évoquer l'intervention russe en Russie. En promettant de ne s'en prendre qu'aux djihadistes de Daesh, le président russe espère obtenir une avancée dans le dossier ukrainien, notamment en allégeant des sanctions économiques, car ces sanctions décidées par les Occidentaux pèsent lourdement sur la Russie, ce qui limite la marge de manœuvre de Moscou. Ce sommet de Paris doit permettre d'obtenir des avancées dans l'application des accords de Minsk, signés en février dernier. Ces accords sont censés mettre un terme à ce conflit qui a déjà fait plus de 8000 morts, mais de nombreux points restent en suspens, notamment le retrait des forces armées dans l'est de l'Ukraine. Une veillée aux chandelles la nuit dernière à Roseburg, dans l'Oregon, en hommage aux 10 étudiants abattus la veille dans l'université de la ville. Une dizaine d'autres élèves ont été blessés par le tireur. Les médias américains affirment qu'il s'agit de Chris Harper Mercer. Selon des témoignages, cet homme de 26 ans, lourdement armé, a méthodiquement abattu ses victimes. Passant d'une salle de cours à l'autre, une jeune rescapée affirme que le tireur a ordonné aux étudiants de se lever s'ils étaient chrétiens. L'homme a été tué lors d'un échange de coups de feu avec les policiers. À
Roseburg, petite ville de 20 000 habitants située à 300 km de Portland, c'est la consternation. Je suis de Roseburg, explique une habitante. Cette communauté est comme une famille. Je me sentais en sécurité ici et maintenant ce n'est plus le cas. Cette énième fusillade aux États-Unis alimente de nouveaux débats sur le contrôle des armes à feu. Nos pensées et nos prières ne sont pas suffisantes, a fustigé le président américain. Barack Obama, très en colère, a de nouveau appelé le Congrès à légiférer pour encadrer l'utilisation des armes à feu. Il dénonce les fusillades, devenues une chose banale. C'est un choix politique que nous faisons en permettant que cela arrive régulièrement en Amérique. Nous sommes collectivement responsables devant ces familles qui ont perdu leurs proches à cause de notre inaction. C'est un choix politique que nous faisons en permettant que cela arrive régulièrement en Amérique. Nous sommes collectivement responsables de ces familles qui ont perdu leurs proches à cause de notre inaction. Barack Obama a appelé ses concitoyens à demander des comptes à leurs élus. Nous devons changer nos lois, a martelé le président américain. Le campus où étudient 3000 étudiants restera fermé au moins jusqu'à lundi. Pour faire taire la polémique, la Russie affirme ce vendredi avoir frappé la province de Raqqa, principal bastion de l'organisation État islamique en Syrie. Une information pour la première fois confirmée de sources indépendantes par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids effectués jeudi soir ont visé dans la province de Raqqa un poste de commandement et un camp d'entraînement faisant 12 morts parmi les djihadistes. Les bombardiers russes auraient également visé pour la première fois les provinces d'Alep, d'Idlib et de Hama. Pour la Russie, ces frappes sont un moyen d'atteindre plusieurs objectifs, explique Alexander Bonov du centre Carnegie de Moscou. Le premier a aidé un allié sûr et c'est l'aspect le plus controversé. L'autre objectif est de surmonter la polémique avec l'Occident. En se battant contre l'État islamique, la Russie désigne un ennemi commun avec l'Occident. Selon l'ONG syrienne, seules les frappes russes sur Raqqa visaient le groupe radical. Dans les autres localités, les djihadistes ne seraient pas présents. Majid Ba, 40 ans, a connu le dur quotidien des sans-papiers. Émigré en France, il fait le récit de son parcours de 12 années en Europe dans son livre intitulé « La sardine du cannibale ». Il l'a par la suite accompagné d'une bande dessinée qu'il appelle Magic Majid, La sardine du cannibale, une œuvre autobiographique parue en février 2015. Pourquoi la BD? Parce que je voulais toucher un autre public, un public plus jeune. Parce qu'en général, les jeunes n'aiment pas trop lire les romans. Donc avec cette BD, justement, j'ai remarqué qu'à la sortie, j'ai eu un très bon retour de la part des jeunes qui l'ont lu, qui ont été très touchés justement par cette question de l'immigration. Dans le livre, il décline son portrait. En 2003, Magic arrive à Paris avec un visa de 2 mois en poche et des rêves plein la tête. Une véritable galère avant qu'il ne devienne le Magic tant espéré. Je voulais un titre plus accrocheur, qui accroche mieux. Et la sardine, c'est le sans-papier, l'immigré, celui qui est exploité. Et le cannibale, justement, c'est tous ces employeurs sans scrupules, les médecins, l'administration française, qui profitent justement de cette petite sardine qui est l'immigré. Sur la BD, le titre de Magic Majid, Magic, c'est le double de Majid, parce que je l'ai écrit de sorte que j'ai créé un autre personnage magique à qui j'ai fait porter justement le fait d'être sans papier, le fait d'être exploité, le fait de connaître la faim et de souffrir, parce que le personnage Majid dans la BD, en fait, elle refuse de vivre ça, ses conditions de vie. Et donc c'est Magic qui est exploité au quotidien. C'est une sorte de miroir en fait. Ouais. La bande dessinée de Majid Ba émerveille les plus jeunes, curieux et intéressés. Il ne tarisse pas de questions. Ma belle-sœur, tu vois, qui est venue m'accueillir à l'aéroport, elle m'a apporté un manteau parce qu'il faisait très froid. C'était l'hiver, il y avait la glace, la neige partout. Aujourd'hui, il est de notre devoir, à mon avis, de sensibiliser les jeunes. Parce que si les jeunes, on leur disait les réalités sur le terrain en Europe aujourd'hui, je pense que beaucoup ne risqueraient pas leur vie à aller justement à tenter l'aventure.